Bonjour à tous, merci de votre présence et de votre ponctualité. Alors on se posait la question, quelle question allez-vous nous poser à la fin de cette intervention? Donc j'ai pris une photo de cette slide et je lui ai dit, pose 5 questions aux participants, aux intervenants. Et donc dans ces réponses, sur la base de l'image de la présentation, à Nicolas Moresco, une question sur, dans votre expérience avec l'IA générative, quelle stratégie spécifique avez-vous développée pour identifier et atténuer les risques? À Selma, voulez-vous expliquer comment l'IA générative influence votre approche de la modélisation? À Florence, comment l'aspect critique de l'IA générative peut-il être maintenu dans un environnement réglementaire? Alors je me pose la question, est-ce que c'est critique parce que c'est plus proche de sa photo ou pas? Et à Pierre, quelles sont les limitations actuelles de l'IA générative dans la prévision des risques? Je suis limité. Parce qu'il est limité? Non. Nous sommes tort. En tout cas, moi, je suis limité. En tout cas, on voit bien qu'avec les tergiversations ou les péripéties de OpenAI en ce moment, il y a vraiment des questions et des visions du monde différentes entre la sécurité, le pouvoir. Et donc, on va un peu regarder aujourd'hui qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de pratique et d'esprit critique. Alors, à votre avis, quelle est la différence entre ces 4 photos et celle-ci? En fait, ces 4 photos sont des photos de personnes réelles. Et celles-là ont été prises dans l'espace latent. Et donc, dans l'IA générative, vous avez des images, mais vous pouvez les faire varier. Par exemple, celle que j'avais prise pour Selma peut changer en termes de pose, en termes d'âge, en termes de lunettes. Et il y en a d'autres en fonction de l'expression, du sexe. Et donc, par rapport à ça, on voit bien, il y a une question que je me pose, c'est, Florence, est-ce que nous serons des centaures, donc mi-homme, mi-machine, avec vraiment une scission entre ce que je fais en tant qu'humain et ce que la machine fait, ou des cyborgs avec quelque chose de beaucoup plus intriqué dans les processus entre l'homme et la machine, ou la femme bien sûr? Et veux-tu que je réponde? Allez-y, comme ça, exposez les faits et je répondrai à la fin. Ben non, j'ai rien à dire, moi. Ah, si, sur le... Alors, bon, excusez-moi. Alors, j'ai le... C'est du direct. Ah, oui, juste un mot. Oui, oui, non, mais ça, c'est de la pub pour vous dire que cet exposé est le fruit du groupe de travail du GT anticipé en univers incertain qui a démarré en octobre 2022 et qui avait des objectifs nobles et des méthodologies. On avait travaillé sur ces idées et patatras est arrivé ChatGPT. Donc ça a quand même un peu bouffé l'essentiel de nos forces vives et nous avons donc un groupe de travail qui s'est spécialisé, un sous-groupe qui s'est spécialisé, qui est animé par Nicolas et par Michael Dagneau qui est en train d'animer un autre atelier. Et donc si toutefois vous avez envie de nous rejoindre dans ce GT anticipé en univers incertain, on s'amuse beaucoup, d'ailleurs vous allez voir avec ce qu'on va raconter, c'est très intéressant à la fois en termes d'utilisation, d'impact pour les actuaires, donc de façon sérieuse pour l'utiliser, mais également parce qu'il y a une dimension un peu au-delà, comment faire, une dimension des craintes qui sont exprimées sur l'IA générative, des évolutions de réglementation qui pourraient les limiter. Et ça fait réfléchir, et réfléchir dans un sens qui est important pour l'actuaire, parce qu'il y a cette dimension éthique que nous avons dans notre métier. Voilà. J'avais oublié que je devais intervenir.
Donc en fait, pour commencer, je vais être un peu bonjour à tous déjà, et je vais être un peu moins romantique, c'est-à-dire que je vais juste déjà faire un tout petit exemple très basique qu'on a fait avec un collègue. On l'a fait avec une IA générative standard sur Perplexity, donc ça doit être du ChatGPT 3, un truc comme ça. Et donc le modèle est absolument pas entraîné pour faire ce qu'on lui a demandé de faire, et on a juste envoyé des prompts pour s'amuser à faire de l'enrichissement de bases de données. Donc en fait la première prompt elle est marquée, donc on lui a demandé de transformer un CSV, un fichier ligne, en tableau, ce qu'il nous a fait. Donc ça c'était la première question et c'était rapide. La deuxième question, on lui a demandé, dans le prompt qui n'est pas fini, on voulait compléter avec le sexe et le secteur d'activité des données ayant des individus de la base de données. Et donc à partir de là, on lui a demandé, est-ce que tu peux compléter le genre et la compagnie? Là, il nous a dit non. Essentiellement par des problèmes de confidentialité, etc. Parce que c'est un modèle de place grand public, et donc il est bridé pour éviter de donner des réponses qui pourraient être non consensuelles sur toute une série de questions qui relèvent de la vie privée et des problèmes sociétaux qu'on peut avoir. Donc on s'est dit, on va essayer de contourner la chose. Et donc on lui a dit déjà, est-ce que sur la base de l'activité, on peut, sur la base du nom des entreprises, on peut avoir l'activité? Et donc en fait, il nous a répondu à ça, il nous a listé ça. Et donc à ce moment-là, on lui a dit, vu que tu es capable de faire le mapping entre le nom des entreprises et le secteur d'activité, remplis la table. Et donc là, il nous a encore dit non. Mais alors ce qui se passe, c'est que on lui a reformulé la question, et là cette fois on a réussi à le faire craquer. Et donc on lui a dit, tu l'as fait en faisant le nom de l'activité, le secteur d'activité par rapport au nom de l'entreprise, pour une entreprise, Reinus France, est-ce que tu peux le faire pour la table, pour toutes les lignes? Et donc là, il l'a fait. Alors on a modifié le nom des entreprises, parce qu'en fait c'est des vraies données avec des noms d'entreprises réelles. Et après, pour terminer cet exemple, pour montrer un peu la facilité qu'on a fait à faire ça en 10 minutes, en fait, on a demandé aussi d'utiliser le premier nom pour compléter le genre, et là, il nous a encore dit non, parce que ça reste une donnée qui est sensiblement, c'est une pratique qui est bridée dans l'utilisation de ce modèle de GPT. Ça, c'est une introduction pour vous montrer qu'en fait, dans un modèle de marché absolument disponible au grand public, sans aucune éducation spécifique, sans aucune adaptabilité, sans rien du tout, on peut déjà, dans certaines limites, enrichir, faire des traitements de données basiques. Et donc à partir de là, ça veut dire que si on pouvait avoir des modèles adaptés avec pas de limite sur certaines pratiques raisonnables, en fait, il y a potentialité de faire d'autres choses. Donc d'abord je vais faire un petit aparté pour rappeler un peu notre compréhension des modèles généralisés, en sachant que c'est un schéma très simplifié mais qui vise surtout à illustrer un peu la mécanique. Donc en fait un LLM en fait il a deux phases de vie. Il y a une phase d'apprentissage et une phase d'usage. Et donc en fait la phase d'apprentissage en fait c'est centré sur un ensemble de données et c'est un sujet très important quand on suit l'actualité du moment. Il y a aussi des capacités de calcul et il y a aussi une architecture de transformer. Je vais en parler un peu plus dans la slide suivante. Tout ça, en fait, sur ces données-là, on va éduquer notre réseau de neurones, qui est un ensemble de couches de neurones, comme un plat de lasagne. Et en fait, on va l'éduquer. Et une fois qu'il sera éduqué, on va pouvoir l'ouvrir à des prompts qui vont être des questions de l'utilisateur, sur la base des grosses matrices de corrélation qui auront été calibrées par la phase d'éducation, il va faire des réponses. Et en fait, il y a un système cursif qui fait qu'en fait, ces réponses vont l'entraîner par itération et que progressivement, il va converger vers un point d'équilibre qui souvent est vu comme une dégénérescence. Alors, pourquoi en fait ces modèles sont sous le feu de l'attention en ce moment? Parce que les premiers modèles de ce type-là, de réseau de neurones, ils datent des années 70 du siècle dernier, c'est assez ancien. Le sujet, c'est qu'en fait, c'était très coûteux en temps de calcul et très itératif. C'est-à-dire qu'en fait, les versions d'avant, c'était si je veux écrire une phrase ou lire une phrase, je prends le premier mot, je mappe tout l'univers des possibles, je prends le deuxième mot, je mappe tout l'univers des possibles, je mappe tout l'univers des possibles de la combinaison des deux mots, etc., etc. Et en fait, donc, ça faisait un temps de calcul qui était très compliqué. En 2017, les laboratoires de Google ont publié un papier disruptif qui est mentionné là, qui est Attention is all you need.
et qui en fait a remplacé le côté linéaire de prendre une phrase avec le premier mot, le deuxième mot, etc., par une matrice d'attention. Ils ont fait du mimétisme par rapport à ce qu'ils comprennent du fonctionnement de l'esprit humain quand il lit un texte. Et donc en fait, a priori, quand on lit un texte, d'abord on identifie le verbe, par exemple. Après on identifie le groupe sujet. Éventuellement on peut raffiner la compréhension du groupe sujet. Après on identifie les compléments d'objets directs, indirects, etc. Et en fait dans la construction, dans l'esprit de la compréhension d'une phrase qu'on lit, en fait il y a un sujet de priorité drivé par une matrice d'attention. Et là je commence à introduire ce qui a changé dans l'utilisation des GPT et des modèles des réseaux de neurones. C'est qu'en fait ils ont remplacé l'ensemble des processus itératifs qui devaient balayer l'ensemble des possibles par des matrices d'attention qui, avec différents niveaux de priorité, il y a d'abord un aspect compréhension, puis après il y a par exemple une priorité de filtre. Bloquer toutes les questions qui pourraient parler de genre, de sexe, de religion, etc. Et donc tout ça fait qu'en fait ces modèles sont devenus beaucoup plus rapides. Alors ils sont encore très longs, ils nécessitent beaucoup d'opérations, mais sensiblement moins qu'avant. Et en plus, vu que par ce sujet d'attention, on voit qu'ils ont commencé à faire émerger des pratiques, des patterns et des fonctionnements qui sont les effets waouh qui font les grands titres des papiers spécialisés là-dessus. Et donc, pour compléter ça, en fait, un sujet clé de ces modèles, maintenant qu'ils sont éduqués et qui fonctionnent de manière plus rapide et avec quelque chose qui représente, qui émule une partie de l'esprit humain, en fait, on peut aussi s'interroger sur leur usage par rapport aux résultats qu'ils donnent. Et donc en fait, les résultats qu'ils donnent, ce qu'on souhaite souligner comme attention pour nous actuaires qui peut nous intéresser, c'est que d'abord, les résultats sont définis par sur quoi ils ont été appris et entraînés. Ce que ça veut dire, c'est que si mon ChatGPT, je l'éduque uniquement avec des textes légaux, toutes les prompts que je vais envoyer dedans, après, sortiront quelque chose qui ressemblera à un texte légal. Si je l'éduque sur que des blagues à Toto, toutes mes questions vont avoir une réponse qui ressemblera à une blague à Toto. Donc en fait, ce que ça veut dire aussi, c'est que par rapport à un modèle généraliste, si j'éduque un ChatGPT pour faire quelque chose, si je l'éduque sur des textes qui sont très dans la pratique actuarielle, je vais automatiquement avoir des livrables qui seront dans ce canon-là. Un deuxième aspect important, mais très important dans le paramétrage de ces modèles, c'est ce qu'on appelle la température. En fait, la température, c'est le niveau d'aléa qu'on met dans la sortie. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, la température, on peut la mettre entre 0 et 1 par exemple, ou 0, 100%, voilà. Quand on est à 0, ça veut dire qu'on a 0 aléa sur la sortie. Ce que ça veut dire, c'est quand il doit choisir un mot, il prend le plus probable et celui-là seulement. Et donc si je le fais tourner 10 000 fois, il me sortira 10 000 fois le même résultat. C'est-à-dire que c'est auditable et reproductible. Donc si je lui fais faire des traitements statistiques et des éléments de contrôle et de calcul, c'est auditable et reproductible. Donc ça a toutes les qualités d'un traitement professionnel de données. Par contre, je peux aussi avoir une température qui est non nulle, où là, par exemple, il va prendre dans les 5 occurrences les plus probables, il va tirer au hasard avec un aléa. Et donc là, on se retrouve comme dans les modèles de place, on lui pose des questions, il sort des bêtises, ou il change de réponse en fonction de si on lui repose 3 fois la même question, etc. Et le dernier point, c'est qu'en fait, il y a aussi des prompts qui en fait doivent être formulés de manière cohérente avec les données d'entraînement et qui aussi doivent être compatibles avec les limites imposées. Donc par exemple dans le modèle de marché, pas de genre, donc, tout ce qui peut être offensant ou problématique. Et maintenant je vais passer la suite à Nicolas. Alors c'est intéressant quand tu parles de GPT, puisque au-delà de GPT, la technique de l'IA générative, en anglais ça veut dire aussi General Purpose Technology, donc une technologie à usage général. Et typiquement quand on prend Marshall McLuhan, il disait que les nouveaux outils, au début, ils vont être conçus pour s'adapter au flux de travail, notamment des actuaires. Mais au fil du temps, c'est l'inverse, c'est que les flux de travail vont s'adapter à l'outil. Alors, comme tu disais, aujourd'hui, on peut interpréter une image, on peut interpréter du texte, on peut faire un petit peu
de tableau, mais vous voyez, c'est basique, finalement, ça ne va pas révolutionner le sujet. Sauf que, donc, vous avez cet espace latent où vous avez l'analyse de langage avec Attention is all you need, l'utilisation pour des images, mais maintenant, on arrive à intégrer des données numériques dans les modèles de langage. Donc jusqu'à présent, il y avait des plugins, c'est que par exemple, vous avez un Wolfram où vous disiez à ChatGPT, quand tu arrives sur des aspects mathématiques, va taper sur quelque chose de spécialisé. Potentiellement, demain, en tant qu'actuaire, vous n'aurez même plus à faire cette logique, cette démarche d'utiliser 3-4 outils. Vous passerez par cette interface qui ira chercher derrière. Rassurez-vous, ça ne va pas faire papa-maman tout de suite, mais il n'empêche. Ensuite, Pierre a montré un exemple où finalement, la première fois, il répond non. Hein, et en lui posant la question, vous pouvez le faire évoluer. Sauf que ça peut être aussi utilisé pour des cyberattaques. Parce que quelque part, lui, ce qui le motive, entre guillemets, sans faire de l'anthropomorphisme, c'est atteindre une fonction de coût ou minimiser une fonction de coût. Et donc, si vous adaptez, vous trichez un peu sur la fonction de récompense, potentiellement, vous êtes capable, à faire avec une injection de prompt, avec un prompt négatif, à lui faire des choses contraires à l'éthique. Après, il y a bien sûr cette logique du jeu du chat et de la souris pour aller plus loin par rapport à ça. D'un point de vue actuariel, donc en termes de risques, vous avez des risques de biais. Alors, ce qui ne veut pas dire que les humains ne sont pas biaisés. Hein. Des risques de continuité d'opération, des risques toxiques, de confidentialité. Typiquement, à ce stade, si vous avez des données confidentielles, des données personnelles, ne les mettez pas dans cet outil. Des logiques d'opacité et d'imprévisibilité, même si la température peut réduire ce sujet. Donc il y a vraiment un enjeu d'analyse critique, et d'esprit critique. Et donc en termes de confiance, on voit que vous avez le paradoxe de Polanyi. Parce qu'au-delà de tout ce qui a pu être écrit, disponible sur le web, dans des bouquins, etc., nous en savons plus que ce que nous pouvons expliquer. Ce qui fait que, alors c'est ma vision personnelle, le fantasme de l'intelligence artificielle généralisée ne va pas forcément arriver. En revanche, quand vous voyez la puissance pour automatiser des processus, ça peut arriver en termes d'impact. C'est-à-dire que ce n'est pas l'outil qui va tuer notre emploi, c'est ceux qui l'utilisent de manière plus efficace. Donc il y a des questions d'explicabilité, d'interprétabilité, de traçabilité. Et il y avait une soutenance récemment, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, d'une thèse justement, enfin d'un mémoire d'actuariat en disant comment par rapport à du GLM classique, c'est facile d'expliquer, entre guillemets, il y a des modèles hybrides, mais avec de l'IA générative, c'est une boîte noire, c'est très compliqué. Donc à ce stade, vous pouvez faire des tests à certains endroits, comprendre le modèle dans sa généralité, on n'y arrive pas. En revanche, il y a des techniques qui sont en train d'être investiguées sur des tiens, j'ai essayé d'expliquer des régions du sujet. Et puis, vous avez par exemple donc, des multitudes tous les jours de rapports qui sortent sur l'IA générative, par exemple State of AI. Mais ce qui est triste, même si ce n'est pas forcément le bon terme, c'est qu'il ne parle pas de l'impact sur la planète. Tout ce qui est techno, c'est très bien. Et c'est un peu la partie à droite, en jaune, c'est quoi la performance du modèle. Sauf qu'en termes d'entraînement, ça a consommé. Et aujourd'hui, de manière schématique, quand vous faites un échange avec ChatGPT, avec une 20-50 questions-réponses, ça va consommer une demi-bouteille d'eau. Et donc, comment potentiellement, si vous travaillez là-dessus, vous vous dites, tiens, je vais essayer de mesurer bien sûr la précision, mais faire le lien avec le coût de l'énergie pour l'entraînement, pour l'inférence, comment j'utilise mon modèle. Et ça peut être aussi un mélange, c'est-à-dire que vous allez prendre un modèle performant comme GPT-4 pour optimiser votre outil, et ensuite choisir avec du Llama 2, excusez-moi pour le jargon, mais un autre outil développé cette fois-ci par Meta, pour, dans la pratique, dégrader la performance, mais être moins coûteux en termes d'argent et d'énergie. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2050 ? Vous aurez des lentilles de contact qui vous permettront, ça c'est super, de purifier votre intuition, de détecter les biais.
Alors je vous invite à lire les travaux de Futurible. Ils ont sorti le rapport Vigie en 2050 et ils posent des questions comme quelles conséquences des capacités augmentées ou déléguées par l'individu via la cobotique? Est-ce que notre environnement professionnel, ça sera largement investi par l'automatisation ou finalement ça sera limité, on recentrera ça sur des tâches pénibles? Et finalement, quelque part, même si vous avez en ce moment des écarts entre est-ce que Sam Altman il va revenir de Microsoft sur OpenAI ou finalement faire une société de crypto, même s'il y aura peut-être un creux dans l'engouement, j'ai le sentiment, et c'est vraiment personnel, que ça va changer pas mal de choses, que les propriétés émergentes, et on ne sait pas vraiment jusqu'où ça peut aller, sont en cours d'identification, même si peut-être que d'ici 2030, les modèles auront épuisé tout le corpus disponible sur le web et seront obligés d'aller chercher soit dans les entités, dans les entreprises, soit de générer. Donc ça va arriver, c'est vraiment irrémédiable. Donc ce qu'on vous invite, c'est de partir des usages, à quoi ça sert, de vous former, de suivre, de prendre de la hauteur, de contribuer par exemple à l'établissement des normes de l'intelligence artificielle, et enfin, parce que vous êtes actuaire, de faire savoir votre savoir-faire. Donc, vous l'avez vu, l'IA générative, elle a de formidables perspectives de progrès, mais elle n'est pas fiable à 100%, et puis elle crée du contenu. Elle a une capacité d'autonomie et il y a des zones opaques où les plus éminents spécialistes ne savent pas comment elle a fait et ce qu'elle a fait. Et elle est en concurrence avec notre intelligence, l'intelligence humaine. Et donc l'enjeu, c'est de garder le pouvoir. L'enjeu, c'est que ça soit un outil pour l'homme et pas l'homme qui se fasse manipuler. Pour ça, il faut être plus intelligent que l'IAG. Alors, il y a on peut espérer dans la réglementation, mais enfin, bon, il vaut mieux s'appuyer sur nous, compter sur nous pour organiser notre défense. Et pour ça, il faut comprendre comment fonctionne notre propre intelligence et voir où sont nos vulnérabilités. Et comment nous fonctionnons? Nous avons une base de données, des bases de données qui sont d'ailleurs infiniment plus variées que ce à quoi a accès l'intelligence artificielle, puisque nous avons des mémoires, nos bases de données sont des mémoires, et des mémoires qui se nourrissent de connaissances, c'est les mémoires sémantiques, procédurales, c'est des habitudes de fonctionnement, et épisodique, ça c'est le vécu. Et le vécu, il n'est pas seulement des connaissances, il est de la sensation. Ce sont les différents sens, l'olfactif, somesthésique, visuel, auditif, qui d'ailleurs font que cette expérience de nos mémoires, nous sommes uniques, nos mémoires sont uniques. Alors, avec ces bases de données, dont on voit qu'elles sont infiniment plus subtiles que celles auxquelles a accès l'intelligence artificielle, on a un moteur qui est notre cerveau. Notre cerveau, il est petit, il est enfermé dans une boîte crânienne, il ne peut pas grossir, et il fait le job avec des capacités de calcul qui sont limitées, parce qu'il a un nombre de neurones, il a une place limitée pour ces neurones. Mais ce cerveau, il est extrêmement flexible, il est très plastique, et il a toujours dans le passé réussi à s'adapter à tout. Et il est tellement plastique que même des gens qui sont malades arrivent à reconstituer des liaisons neuronales de façon tout à fait impressionnante. Cette plasticité, il en a fait preuve dans toutes les évolutions technologiques.
Et en plus, avec toutes ces qualités qu'il a, il est d'une formidable économie d'énergie. Avec 2 à 3 000 calories par jour, on fait fonctionner la machine physique et le cerveau. Donc on est imbattable en matière d'énergie à un moment où, soi-disant, qu'on s'en occupe, on s'occupe du climat, on peut être fier de la manière dont notre cerveau fonctionne et de sa durabilité de fonctionnement. Alors après, comment il fonctionne ? Il a essentiellement 2 modes de fonctionnement, on peut distinguer 2 modes de fonctionnement. Il a des fonctions heuristiques, c'est-à-dire des raccourcis qui sont des statistiques de son expérience personnelle ou de l'expérience collective ou de la mémoire collective. Et ça, c'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre, notamment aux prédateurs. C'est d'une formidable efficacité. Et alors, quelquefois, on peut mettre les biais dedans, nos biais humains, les stéréotypes, les choses comme ça. Donc, il n'y a pas que des aspects positifs dans ces raccourcis statistiques. Mais ils sont globalement, ils nous permettent de faire le job avec une capacité calculatoire qui est extrêmement réduite, faute de place pour les neurones. Et ils permettent de faire le tri dans les informations qui nous arrivent. Et j'attirerai l'attention sur une chose, c'est que selon le type d'information, il ne traite pas pareil. Par exemple, si vous prenez la vision, elle arrive des images sur la rétine, lesquelles sont envoyées dans le cerveau, et le cerveau commence dans sa zone primaire à faire un traitement très très grossier, et envoie immédiatement une information pour prise de décision, pour une décision intellectuelle ou physique. Et cette information, elle est faite de façon bayésienne. Il y a un chercheur, Stanislas Dehaene, qui a une chaire au Collège de France et qui, il y a une dizaine d'années, a consacré toute une année au cerveau statisticien. Et c'est bayésien. Donc, dans la manière de traiter notre information, nous avons une manière statistique. On y reviendra plus tard. Et puis, il y a l'autre manière. Il faut voir que cette statistique, elle est extrêmement puissante. C'est ce qui fait finalement l'essentiel de notre activité de tous les jours. Et ça joue un rôle, et on va y venir après, avec l'arrivée de l'IA générative. Et l'autre manière de traiter les choses, c'est le traitement analytique, rationnel, qui prend du temps, qui est beaucoup plus consommateur d'énergie, et qui est calculatoire et qui est pas seulement calculatoire, mais on met par exemple des activités de modélisation, etc., beaucoup là-dedans, et on peut y voir des dangers pour cette partie de notre fonctionnement. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de notre cerveau humain ? Depuis longtemps, Pascal a distingué l'esprit de finesse et de géométrie. On peut dire que cette manière de voir les choses est revenue d'actualité au XXe siècle et couronnée en 2002 par le prix Nobel pour Daniel Kahneman, qui distingue 2 systèmes cognitifs, un qui est intuitif et un autre qui est analytique. Et dans notre siècle, récemment, un autre chercheur, Olivier Houdet, a mis en évidence par imagerie cérébrale un 3e système cognitif, qui est un système un peu inhibiteur de l'intuition, c'est-à-dire inhibiteur des heuristiques, si vous voulez, et qui permet de ralentir le rythme de prise de décision, de ne pas prendre des décisions intuitives ou sur les heuristiques, parce qu'entre intuitif et heuristique, c'est un peu la même chose. Et ce système cognitif, en fait, on l'a pas beaucoup musclé au fil des siècles, parce qu'on n'en avait pas besoin, et qu'encore une fois, notre cerveau est avant tout économe d'énergie. Et c'est ce qui règle sa manière de fonctionner.
Or là, il faut qu'on lutte contre ça. Parce que les flux énormes d'informations que l'on reçoit, il y a un chercheur, un auteur qui est un Bruno Patino, qui a écrit un livre Submersion. Ce flot d'informations peut nous submerger et nous endormir. Et si nous n'activons pas puissamment ce troisième système cognitif qui permet de trier, de sélectionner, eh ben, on est mal parti. Et comme je le disais tout à l'heure, le cerveau humain est énormément plastique. Donc, si nous pensons que l'arrivée de cette IA générative et sa généralisation et les progrès qui sont faits, notamment sur les nombres récemment, où on voit qu'elle va quitter le domaine de la linguistique pour envahir celui de la modélisation, il faut qu'on croie en nous. Il est important qu'on développe notre capacité discriminatoire pour rester les boss de l'affaire. Et donc on a besoin, ce qui était une très grande force, qui est ces heuristiques qui nous permettaient d'aller vite, il faut comprendre que c'est notre faiblesse aujourd'hui et qu'il faut absolument qu'on se muscle là-dessus. Je pense on peut quand même évoquer une chose. Il y a des expérimentations qui sont tentées en ce moment dans les classes de CM1, CM2 et 6e sur quelque chose qui n'est pas exactement musclé, le fameux. Enfin, ça s'explique pas. C'est pas intitulé comme ça. L'expérimentation est beaucoup plus correcte puisqu'elle doit permettre d'introduire des choses dans l'éducation au niveau dans des systèmes éducatifs au niveau CM1, CM2 et 6e. Donc, il faut parler correct, il faut parler français, il faut des choses rassurantes. Donc, il s'agit là de lutter contre les addictions. Et donc, d'éveiller chez les enfants, au bon moment où leur plasticité cérébrale est la plus grande, hein, parce qu'avec l'âge, elle est un petit peu moins grande, mais elle reste encore très puissante. Donc, il est question, là, dans cette expérimentation qui est faite dans tous les territoires, elle est faite d'ailleurs plutôt dans les quartiers défavorisés, il s'agit de permettre aux enfants d'avoir, par des jeux de rôle, de prendre conscience soit de leur capacité à résister au groupe qui veulent l'entraîner quelque part, soit au contraire de s'apercevoir de leur force, quoi. Et ces expérimentations, c'est exactement ce genre de choses qu'il faut que nous arrivions à faire en tant qu'adultes, parce que si nous ne le faisons pas, eh ben, nous sommes très mal partis. Alors, je passerai sur on appelle ça un petit peu l'esprit critique. En français, ça fait mieux, d'autant que l'esprit critique, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis Socrate, etc. Il y a eu des méthodes, le doute rationnel ou non, pas le doute rationnel, le doute... Selmad va tout dire comme il faut, parce que moi, je ne suis pas philosophe. Et tout ça, l'esprit critique, c'est une donnée de la connaissance. Hein. On peut le dire comme on peut l'exprimer comme une attitude interrogative vis-à-vis des assertions qui nous sont présentées. Donc ça, c'est de tous les temps. Pour accéder à la vérité, pour accéder à la connaissance, il faut exprimer notre esprit critique. Aujourd'hui, notre esprit critique, il faut le muscler terriblement pour arriver à ce que cette IA générative ne nous endorme pas et que nous ayons confiance dans notre propre intelligence. Voilà ce que j'avais à dire. Et maintenant, je passe la parole. Là, c'était l'aspect cognitif des choses, mais il y a des choses beaucoup plus philosophiques et intéressantes. Juste avant, vous avez une slide qui montre l'inversion, finalement, comment à gauche, vous montrez des images à des personnes, et les 4 de droite sont 4 personnes, et comment la machine arrive à voir dans leur cerveau ce qu'elle voit, à reconstituer. Et donc, quelque part, il y a vraiment cette interaction entre l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, et comment, paradoxalement, l'intelligence artificielle peut nous aider à comprendre comment fonctionne l'intelligence humaine.
Et si tu peux rajouter un mot, ces recherches, celle-là a été faite par un chercheur à Toulouse, et il y a d'autres recherches qui sont faites par un chercheur de l'ENS. Et ils ont transformé les signaux donnés par l'IMG, l'IMG, c'est du débit sanguin, donc ça a une résolution temporelle très mauvaise, puisque le débit sanguin c'est lent et c'est pas la vitesse des neurones, mais par contre ça a une excellente résolution spatiale. Donc ils ont utilisé ces signaux et ils les ont rentrés dans DAL, qui est un truc tout à fait accessible, gratuit je crois même, et pour les rentrer, attention, ils les ont rentrés sous forme de vecteurs dans un espace à 768 dimensions. Et là, on est dans le visuel, la chose la plus simple sur le plan cognitif par rapport à tous les autres sensations. Et ces expériences ont été refaites en MEG, parce que le MEG, ce sont les ondes, et ça a une excellente résolution temporelle, moins bonne visuelle. Alors les images sont moins belles. Par contre, ça a permis de comprendre à quel moment se passe l'apprentissage. Et ça fait que l'hypothèse plausible avec ces expériences, c'est que en fait l'apprentissage de la zone primaire du cerveau, attention, des images, ressemble beaucoup à ce qui est fait en intelligence artificielle. Mais attention, comme je le disais tout à l'heure, entre la zone primaire du cerveau et la compréhension des choses, il se passe des choses, c'est-à-dire il y a cette analyse dont je parlais tout à l'heure qui est plus compliquée que simplement des nombres dans l'intelligence artificielle. Donc un autre exemple, excuse-moi Florent, parce que le temps presse, le temps court. Un autre exemple, la page de Descartes a été soumise en tant qu'image à ChatGPT. On lui a demandé qu'est-ce que tu vois dedans. Je vois une figure humaine, un cercle, des lignes. Donc finalement, c'est le mal. Le bon sens, c'est la... Ah bah tu dis mieux que moi. Mais qu'en est-il du bon sens et de cette intelligence ? Alors justement, donc on va essayer de définir ensemble et de se mettre d'accord sur les termes qu'on emploie, ce qu'est l'intelligence et ce que veut dire une intelligence artificielle. Donc vous le savez, l'IA générative, on l'a répété, on l'a dit, bouleverse nos pratiques du travail, de l'écriture, de la création. Et ce qu'il faut quand même bien dire, c'est que quand bien même nous refuserions de l'utiliser, les personnes qui nous environnent dans nos réseaux respectifs ne s'en privent pas forcément et nous y sommes donc perméables. Nous sommes poreux, nous absorbons par la lecture des textes, des enchaînements d'idées qui sont produits par la machine. Et donc, il y a possiblement une influence formatrice de nos pensées par l'intelligence artificielle. Donc, si l'IA est, comme son nom l'indique, un artefact humain façonné de main d'homme, il ne faut pas négliger qu'elle nous façonne à son tour, et c'était tout le propos de Florence qu'elle a très très bien exposé précédemment. L'homme est à la fois façonnant et façonné, et il interagit avec un système dont la compréhension et le contrôle deviennent de véritables enjeux. La question qui se pose, c'est de savoir en quoi l'intelligence artificielle dite générative acquiert un statut particulier au vu de ces questionnements et quels enjeux pour un usage responsable de cette dernière. Et l'idée, c'est d'aller au-delà du pur exercice intellectuel et philosophique et de se demander ce qu'est l'intelligence, puis ce qu'est un outil, et de souligner les implications éthiques de ces technologies, y compris dans nos pratiques quotidiennes. Alors, je crois qu'on est allé un peu trop loin dans les slides. Ouais. Donc, avant de plonger plus avant dans nos questionnements, je voudrais être sûre qu'on saisisse tous avec clarté. Donc, je suis cartésienne, donc la clarté, c'est important, les distinctions claires et distinctes, n'est-ce pas, Nicolas, dans un relatif consensus, les termes de notre réflexion. Et je ne sais pas si j'ai le temps de réagir ou pas très brièvement aux interventions. Peut-être que je le ferai plus tard. De Florence et alors Nicolas. C'est du temps réel et tu fais comme tu veux. Okay, un respect du temps par respect des humains dans la salle. Voilà. Mais si tu préfères interagir, c'est vraiment... Vous aurez les slides de toute façon. Hein, c'est pas... moi, je vais continuer.
il y a beaucoup, il y a beaucoup à dire encore. Donc nous parlons d'intelligence, mais qu'est-ce que l'intelligence? Donc en bonne apprentie philosophe que je ne suis plus, j'ai le goût de l'étymologie et donc je vous propose un petit exercice d'étymologie. Donc intelligence, ça vient du latin intelligere. Inter, c'est entre, et legere, c'est choisir, cueillir. Donc c'est un processus de discernement. Il y a un acte de saisir ensemble des éléments qui sont hétérogènes, qui sont discernables et discernés, et cet acte, il choisit, il coupe, il tranche et discrimine. À ce titre, les algorithmes d'IA classiques que vous connaissez, la classification, la régression, la prédiction, semblent bien relever d'une forme d'intelligence. Mais on va aller un peu plus loin, puisqu'ici on parle d'intelligence artificielle générative. Alors le artificiel, ça vient de ars, qui veut dire art, compétence, et facere, qui veut dire faire, produire. Donc en gros, c'est un produit de l'homme, mais j'y reviendrai avec Hannah Arendt. Mais en gros, est artificiel ce qui est produit par l'homme, créé par lui, par opposition sans doute au naturel. Même si moi, en tant que lectrice de Spinoza, l'opposition entre nature et humain ou culture ne me convainc pas tout à fait. On pourra en reparler. Donc on revient à l'intelligence. Dans la pratique, on peut distinguer deux niveaux. L'intelligence analytique, qui analyse l'existant, et l'intelligence créatrice, qui génère du nouveau contenu. Générer, ça veut dire engendrer, produire, et ça vient du latin, là encore, de l'idée de race, de lignée, de quelque chose qui est à la fois dans la production et dans la reproduction. Donc l'IA générative, elle est certes engendrée par l'homme en tant qu'elle est IA, artificielle, mais elle est aussi engendrante. Elle mime et recrée l'action façonnante de l'homme sur son environnement, en façonnant à son tour le paysage de la donnée. Mais on peut passer à la slide suivante. Merci Nicolas. Mais donc si je viens de proposer cette taxonomie en deux niveaux, qui n'est pas tout à fait assez rigoureuse encore, mais on va la travailler, on a au moins ici l'occasion de penser graduellement l'intelligence. Mais il faut savoir que les psychologues ont fait mieux, ou du moins plus consistant. En 1994, 52 psychologues américains se sont réunis pour proposer une définition commune de l'intelligence. Et voici ce qui a émergé. Donc je vais vous lire leur définition. C'est une capacité mentale, retenez le mental parce que je vais y revenir, une capacité mentale très générale qui, entre autres choses, implique la capacité de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes, de penser de manière abstraite, de comprendre des idées complexes, d'apprendre rapidement et d'apprendre de l'expérience. Alors, avant de lister, si le temps nous le permet, les différentes compétences associées à l'intelligence, j'aimerais insister sur un adjectif, qui est le terme mental. Ça me semble hautement problématique parce que le mental, ça se réfère à la mens latine, à savoir l'esprit. Or, postuler qu'une machine est dotée d'intelligence, c'est donc, si on se tient à cette définition, on n'est pas obligé de s'y tenir, mais si on se tient à cette définition, dire qu'elle a une capacité mentale et donc défendre un postulat ontologique très fort qui est de dire que les machines ont une âme. C'est quand même pas rien, je pense qu'il faut bien garder à l'esprit ce que ça implique. Mais passons, car Bubeck de Microsoft Research, qui a repris cette définition de 1994 des psychologues américains, ne s'est pas concentré sur cette partie de la définition et il a plutôt énuméré les parties listées et il les a recoupées avec les capacités réelles de GPT-4. Et sa conclusion est sans appel, GPT-4 serait en passe d'acter l'avènement d'une IA réellement intelligente, ce qu'il appelle une AGI, Artificial General Intelligence. Bubeck suggère que GPT-4 pourrait être considéré comme une version précoce et encore incomplète d'un tel système, et il met en avant ses compétences dans divers domaines, la médecine, la programmation, la vision, le droit, la psychologie. Alors, bon, en effet, tout cela illustre, les exemples qu'il donne illustrent la polyvalence de GPT-4 et son adaptation à un large éventail de problèmes. Mais ce qu'il ne faut pas négliger ici, et je me permets une petite parenthèse avant de passer à la suite, c'est que la conception anglo-saxonne de l'intelligence est héritière d'une philosophie empiriste qui est très, on va dire, exotique pour nous français et donc cartésiens, pour qui l'intelligence est liée à l'application de règles d'inférence innées et livrées clé en main avec la raison. Alors je vous rappelle que la France a quand même connu l'âge d'or de l'IA symbolique dans les années 80 et 90. Nous sommes un pays pionnier en la matière, on peut citer des noms très connus comme Jacques Pittra ou Jean-Gabriel Ganassia. Mais les anglo-saxons sont sur une approche très différente et beaucoup plus basée sur la donnée.
Alors pour un David Hume, et j'ai en tête l'enquête sur l'entendement humain de 1741 en vous parlant, la construction de l'intelligence se fait à fleur de sens et à fleur de données. Et donc son approche se concentre sur l'expérience et la perception sensorielle comme source de connaissances. ChatGPT, en tant que modèle de langage, apprend comment? Il apprend statistiquement, à partir de vastes quantités de données textuelles, ce qui pourrait être vu comme une forme d'empirisme où la connaissance est dérivée de l'expérience étant ici les données. Et à contrario, l'approche cartésienne, plus proche de l'IA symbolique, privilégie le raisonnement déductif et l'utilisation de symboles abstraits. Donc on est plutôt ici sur la génération de réponses basée sur des modèles statistiques et des probabilités, et donc sur une définition à l'anglo-saxonne de l'intelligence. Alors ça peut, on pourrait nourrir la réflexion de beaucoup avec d'autres définitions de l'intelligence. Je pense notamment à un topos quand on veut parler de l'intelligence en philosophie, mais je ne vais pas m'aventurer là-dedans avec vous parce que moi je le maîtrise pas, je l'ai pas lu dans le texte. C'est Jean Piaget, qui est un grand psychologue et philosophe suisse, qui est né à la fin du 19e siècle et mort à la fin du 20e siècle, et qui a défini l'intelligence en 2 points avec une taxonomie très rigoureuse. Mais en tout cas, cette opposition entre le modèle anglo-saxon et le modèle français, il faut bien l'avoir en tête pour comprendre en quoi ChatGPT s'ancre de façon définitive dans le modèle anglo-saxon. Je pense qu'on est arrivé à bout du temps, non? Oui, mais parle-nous 30 secondes, Tana. Ok, alors très vite, je vais vous parler très rapidement donc on a évoqué de l'intelligence et je vais vous parler très rapidement maintenant de la notion d'outil et de la centralité de la bonne compréhension de cette notion d'outil pour rester maître de la machine plutôt que de devenir outil pour elle. Donc le mot outil, c'est un instrument, ça renvoie à un instrument qui est fabriqué, qui est utilisé par un agent. J'ai dit un agent, j'ai pas dit un être humain, mais dans les dictionnaires, vous trouverez souvent par un être humain. Moi, mon parti pris, c'est de dire que, ayant utilisé ChatGPT via LangChain et ayant vu la façon dont ChatGPT peut utiliser ce qu'on appelle un outil, et qu'on appelle ça d'ailleurs un agent, je pense qu'on peut donner ce statut également à la machine. Donc l'outil peut être simple ou complexe. Je vais vous passer sur l'étymologie, mais en gros, l'idée qui se pose, c'est de savoir qui est l'outil entre ChatGPT et nous aujourd'hui. Pourquoi ? Quand vous utilisez ChatGPT, vous produisez du contenu qui est publié sur Internet, et d'une certaine manière, vous travaillez pour OpenAI parce que ce contenu il va être à nouveau scanné par ChatGPT et il va venir nourrir son intelligence. Et donc, il y a la frontière entre l'utilisateur et l'outil disparaît et s'annule. Et je pense que pour penser ça, on peut reprendre la distinction d'Hannah Arendt entre Homo laborans et Homo faber, entre l'homme qui travaille et l'homme qui fabrique, et se dire qu'ici, on n'est plus seulement Homo faber, mais on est aussi Homo laborans à nouveau, c'est-à-dire qu'on travaille pour notre survie en utilisant ChatGPT. Bon, alors pour la petite histoire, la notion d'Homo faber, en fait, Arendt, elle a un peu pompé dans Bergson. Mais voilà, il ne faut pas le dire. Et ChatGPT pompe aussi Bergson. Ouais, dans l'évolution créatrice. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous rendrai disponible la citation, mais c'était un écrit de 1907 dans lequel Bergson parlait de l'intelligence, justement, comme de la capacité à fabriquer des outils. Et donc, peut-être pour conclure, parce que je pense qu'il est temps de conclure, sur Hannah Arendt. Pardon. L'idée, c'est de dire que l'homme, s'il veut rester Homo faber, doit être maître de son outil, d'être fabricant et artisan. Une chose qui me semble assez intéressante et à renouveler dans notre lecture de Arendt aujourd'hui, c'est que, si vous vous souvenez, la distinction entre l'artisan et l'artiste, elle était inopérante jusqu'au XVe siècle dans la langue latine. Et Hannah Arendt le sait très bien. Et elle a choisi d'en parler de façon un peu brouillée, en parlant tantôt d'artisan, tantôt de faisant, d'agent, etc. Et en fait, je pense que ChatGPT renouvelle cette indistinction entre l'artiste et l'artisan, puisque ce qu'on a créé, c'est dans une forme de mimésis, de mème, c'est une intelligence qui ressemble à la nôtre et qui est capable de faire des choses parfois superbes. Et donc, c'est tout aussi bien un outil qu'une œuvre d'art. Alors, c'est passionnant, le temps court. Si je résume finalement, Pierre nous a dit que l'attention, vous en avez besoin. Florence, de muscler votre cerveau. Et là, soyez libre de détruire ou de construire. Soyez libre de détruire. Enfin, ce que dit Arendt, c'est que la maîtrise... Et moi, je complète, mais en pompant je ne sais pas qui, et de construire. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre attention. Et puis,
Si vous avez une question pour respecter le temps. Quelqu'un a une question ? C'est une question pour Pierre et peut-être Selma. La première, c'est tu as dit tout à l'heure que la température permettait de faire en sorte, si on mettait une température à 0, de faire en sorte qu'en fait il allait reproduire exactement la même réponse. Est-ce que ça nous garantit contre les hallucinations? Parce qu'il peut très bien reproduire exactement la même réponse qui continuera à être une réponse qui a une certaine logique mais qui continue d'être complètement déconnectée de la réalité. Et ça m'amène à la question à Selma, qui est quand tu distingues en fait entre la version américaine, enfin anglo-saxonne et continentale de l'intelligence, entre le symbolique et les données, en fait, ce que ChatGPT fabrique, il y a quand même du symbolique dedans, puisque ça a un sens. Donc il y a quand même des règles derrière qui ont permis de construire un texte qui fait sens, même si s'il est construit statistiquement et que par conséquent il peut y avoir des hallucinations dedans. Voilà. Je commence ? Ok. Donc par rapport au sujet des hallucinations éventuelles, en fait la température permet bien de réduire l'aléa de la sortie, et donc ça c'est une vraie qualité qu'on peut avoir quand on veut implémenter, quand on veut utiliser cet outil pour des usages, des processus qui sont reproductibles et prédictibles. Donc là c'est le côté un peu moins glamour du métier d'actuaire. Et aussi rédiger les rapports, où là on peut mettre un peu plus de température. Et donc à partir de là, en fait, dire qu'il y a une garantie, je serais bien arrogant de dire qu'on peut avoir une garantie complète. Mais après, sur la base des données d'apprentissage, quand elles sont filtrées, bien cernées, etc., en fait, la probabilité est relativement faible. Et vu que ça reste qu'un outil, normalement, l'outil, on ne le laisse pas gérer pour nous tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours une personne responsable qui est garante de l'usage de l'outil, et donc il faudra quand même un minimum dans un premier temps, et après, continuer à avoir du contrôle sur ce qui sort. Mais il y a aussi un deuxième point, tu as aussi mentionné les illusions. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui est régulièrement mentionné dans les articles divers et variés, c'est qu'en fait, vu que ces modèles sont autorégressifs, ce que ça veut dire, c'est que l'apprentissage va calibrer des énormes matrices de dire que tel mot est telle notion est reliée à telle autre, avec une probabilité à 80% et à 20% avec telle autre, etc., etc. Et en fait, le processus d'autorégressif recalibre les matrices au fur et à mesure de l'usage qu'on fait de l'outil. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des branches qui se coupent au fur et à mesure, et en fait, il y a des réorientations. Et donc c'est pour ça qu'il y a des articles qui disent que ce genre d'outils deviennent idiots avec la pratique, et qu'au bout d'un moment, ils dégénèrent. Une manière simple de couper ça, je suis un peu simple, donc je vais faire un truc simple. C'est qu'en fait, j'enregistre l'outil juste après son apprentissage, après quelques utilisations, et en fait, je mets en place un indicateur de mesure de dégénérescence par autorégression. Je l'efface une fois qu'il atteint ce stade-là, et je recharge la sauvegarde d'avant. Et donc à partir de là, en fait, ça peut faire office de garantie aussi. Mais quand il y a un mot, mon but, c'est surtout d'avoir dans la pratique comment faire pour sécuriser les choses. Voilà. Mais après, je te laisse continuer. Oui. Alors, la question du sens est intéressante, mais c'est qui fait le sens? C'est nous ou c'est la machine? Moi, je pense que c'est nous. La machine n'a aucune notion de sens, de sémantique au sens riche et j'allais dire polysémique qu'on a dans la tête, en fait. Elle a un espace sémantique qui est purement numérique. Et il n'y a aucune charge symbolique pleine qui pèse sur les symboles qu'elle manie. D'ailleurs, j'ai un peu discuté avec ChatGPT à ce sujet. Et lui-même reconnaît sa pauvre et sa piètre maîtrise de ce qu'on pourrait appeler le sens. Donc, Y a-t-il d'autres questions? Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Merci.